phénomène OVNI appartient à notre monde. Il est, tout comme nous, de ce monde et en ce monde. Il s'inscrit dans la toile de fond du monde qui constitue notre existence. Il en est un élément originel, naturel, mais selon une spécificité qui lui est propre et qui crée l'étrangeté de ses manifestations. Il appartient au tissu même de la vie et du monde dont il participe de la trame. Il nous est donc co-naturel et tout comme nous sommes ici chez nous, il est aussi ici chez lui. Les multiples enquêtes aussi que j'ai pu effectuer sur le terrain m'ont enseigné en tous les cas une chose certaine. C'est la véracité indiscutable du phénomène OVNI, quelle qu'en soit sa nature. Alors c'est ce qui manque d'ailleurs, entre autres choses, à nos détracteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais allés sur le terrain, ils n'ont jamais été étudiés, enquêtés sur le terrain. Et donc ils ne savent pas trop de quoi ils parlent en fait. Il s'agit d'un phénomène physique à la luminosité et aux performances aérodynamiques non conventionnelles. Le phénomène est une manifestation donc, qui rentre en opposition avec la science académique. Il émet des radiations, des traces au sol, il est photographiable, détectable au radar et occupe une position dans l'espace. Il maîtrise l'ensemble de ces manifestations. Il est capable de manipuler notre psychisme, notre conscience, tout en ayant la capacité d'influencer le futur. Il produit un impact psychique sur les témoins, c'est-à-dire entre l'univers physique et la conscience humaine. Enfin, on note un rapport direct entre la recrudescence des apparitions d'OVNI et l'avènement du nucléaire. Je suis un petit peu comme mes collègues ufologues, alors pas ceux qui vont camper sur des vérités toutes faites dont ils ne démordent pas, hein, il y en a, mais ceux qui cherchent réellement, qui explorent des chemins jusqu'ici peu fréquentés, courent des risques, qu'ils se risquent, et moi aussi, alors on ose, on tâtonne, on recule, on avance à nouveau, qui veut aller voir ailleurs si tel ou tel modèle, au sens cette fois habituel du terme, nous semble plus adéquat, ne semble plus correspondre aux nouvelles données que l'on peut avoir des réalités ufologiques ou des connaissances en différents domaines des sciences humaines ou des sciences physiques par exemple. Un hommage à Jacques Vallée. Alors Jacques Vallée, qui est donc connu pour être un écrivain et spécialiste de l'ufologie, c'est un astrophysicien. Il s'est rendu célèbre pour avoir été le conseiller de Steven Spielberg pour le film Rencontre du troisième type, mais c'est aussi l'un des initiateurs d'Internet. Et c'est lui qui, en 2011, m'a branché sur les phénomènes OVNI. Au fait que finalement, cette théorie de l'espace-temps que je proposais, qui s'appelle la théorie de la double causalité, permettait d'expliquer potentiellement bien d'autres phénomènes, dont le phénomène OVNI. Et l'hypothèse fondamentale de ma théorie, c'est de dire que nos intentions créent dans le futur des effets qui deviennent les causes d'effets dans le présent. Et pourquoi est-ce que je propose cela? Parce que c'est, à mon avis, la seule théorie qui permet d'expliquer le phénomène de synchronicité que j'ai vécu volontairement. J'ai appris à provoquer les synchronicités. Et donc cette théorie que je propose, c'est une théorie qui consiste à dire qu'il est vrai qu'à un moment donné, nous avons bel et bien une vie qui est parfaitement déterminée, c'est-à-dire que notre futur existe déjà, et il peut bouger à l'intérieur d'une mer quantique qu'on appelle le vide. Tout ce qui est à l'extérieur de cette réalité physique, c'est encore de l'information, mais simplement c'est un océan d'énergie à l'intérieur duquel ce tunnel peut bouger pendant qu'on se déplace, tout comme un boudin qui flotte sur l'océan.
J'avais eu déjà le pressentiment de la rétrocognition dès 2007 et 2008 dans la jungle, avec des discussions avec les chamans, et puis cette idée d'un Ouroboros, voilà, de cette connaissance circulaire, d'une autocréation, quelque chose d'un bouclage que j'avais, qui était en filigrane dans toutes mes recherches, dans toutes mes vidéos. Et puis donc j'avais mis en place le concept de rétrocognition, donc ce souvenir du futur. Et je vois l'article de Nexus, et je vois Philippe pour la première fois, et là je suis ébahi, je dis c'est extraordinaire. Le travail de cet homme extraordinaire, il nous offre, je comprends tout de suite, il nous offre le cadre théorique de ce qu'on a besoin pour comprendre. Donc leur origine la plus probable, à mon avis, est notre futur. Donc là, ce sera une origine parentale. Mais on ne peut pas exclure d'autres origines ou planètes. Donc ça peut être aussi des sbires de nos parents. Il y a probablement une très grande diversité probable d'origines. Il faudrait, à mon avis, arrêter de les appeler extraterrestres. Dans un petit livre intitulé « La raison polythéiste », qui est extrêmement intéressant, une sociologue qui s'appelle Sylvie Joubert parle d'un isomorphisme possible entre la matière physique quantique et la matière psychique. Et elle avance l'idée d'une convergence possible de la physique quantique et de la psychanalyse. Le problème central du phénomène OVNI, l'énorme difficulté à laquelle nous sommes confrontés relativement à celui-ci, c'est le suivant. Le phénomène est indiscutablement matériel, au moins transitoirement. Il laisse des traces, il peut blesser. Il a, dans certains cas de rencontres rapprochées ou très rapprochées, montré sa tactibilité, on peut le toucher, et ça, c'est solide, etc. Mais en même temps, il présente une composante psychique très troublante, que Jacques Vallée avait remarqué depuis longtemps d'ailleurs, hein, entre autres. Notre psychisme, il semble parfaitement bien le connaître, le cerner. Non seulement il entre en interaction avec le psychisme du ou des témoins, alors on parle parfois de télépathie, mais ça va plus loin. Manifestement, il peut connaître leurs pensées, leurs intentions, leurs images, leurs désirs, et il traduit celui-ci en quelque façon. Comment un phénomène peut-il être à la fois matériel et psychique ? Alors dans le livre OVNI et conscience, j'ai quand même expliqué que via un trou de verre et via certaines propriétés, on pourrait quand même arriver à envisager que effectivement une technologie très avancée puisse arriver à créer de manière extrêmement fugitive un trou de verre pour apparaître dans notre réalité. On est devant quelque chose qui contredit totalement les lois de la physique connues, parce que pour créer un trou de verre qui permettra à un OVNI de transiter d'une densité à l'autre, il faut une énergie qui est a priori phénoménale. La grande majorité des témoins d'OVNI nous montre que cette technologie fait appel à des déplacements anti-gravité. Hein. Si effectivement des engins maîtrisent la gravité par déformation de l'espace-temps, la personne qui se trouve à l'intérieur de l'engin n'a pas à supporter les accélérations phénoménales qui sont apparentes depuis l'extérieur. C'est-à-dire que la personne, le pilote qui se trouve à l'intérieur de l'engin, lui, il ne subit pas ces accélérations-là.
Et d'après ce que je vous disais tout à l'heure, en plus, l'OVNI, à son niveau, s'il n'est pas trop densifié, il pourrait même se déplacer par la pensée. Alors comme on est dans une situation intermédiaire entre la densité où on se déplace par la pensée et la densité où on se déplace mécaniquement, je suppose qu'entre les deux, il faut avoir une technologie qui fait que progressivement, l'interface se transforme en véritable interface symbiotique avec le cerveau. Au niveau des expérienceurs, des indices de dilatation probable du temps qui sont donc directement liés à la dédensification, comme le moteur tout seul remis en marche, les lieux anormalement déserts, le silence de l'environnement, le métal transparent, etc., etc. Alors moi, quand j'ai découvert dans un livre beaucoup de témoignages où on parle de lieux anormalement déserts, c'est-à-dire que ça peut être au centre d'une ville ou dans une route très fréquentée, la personne se trouve à l'arrêt ou dans sa voiture, et tout d'un coup, il y a comme un effet, on appelle l'effet Oz, et il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune voiture qui circule, et la personne observe un ovni et a l'impression d'être sous l'influence de cette observation. Et ça paraît a priori complètement délirant. Comment est-ce que l'OVNI aurait pu faire disparaître toutes ces voitures, toute cette circulation? Et en fait non, parce que si on dilate le temps, moi je l'ai fait en faisant de la vision artificielle, ça m'arrive souvent de dilater le temps, et ben vous créez une réalité dans laquelle tout ce qui est rapide disparaît parce que ça se retrouve moyenné. Je suis séduit par l'idée que les ovnis disposeraient d'une source de rayonnement rendue quantique par différents procédés. On sait rendre quantique des électrons en les faisant passer à travers les fentes de Young. Quand je suis arrivé à 300-400 mètres de la chose, me voilà paralysé dans la voiture. Bon, je passe, je me sens libéré, je reprends mes mouvements, je rentre à la maison. Ça a été, disons, 20 ans de recherche, de questionnement, parce que devant rentrer au plus tard à 19h, me voilà à la maison à 23h. Qu'est-ce qui s'est passé ? La métaphore que je préfère, on vit à l'intérieur d'un véhicule qui est embarqué comme un sous-marin à l'intérieur d'un immense océan d'énergie qu'on appelle le vide. Et c'est le fait que ce véhicule avance, que ce sous-marin avance, qui nous donne l'impression que le temps passe et que donc notre réalité est ce qu'elle est. Il y a lieu de se poser quand même la question là-dedans, quel est le rôle de la conscience? Parce que si le temps, la matière et l'espace n'existent pas, ça ramène tout à la conscience. De nombreux physiciens, et pas des moindres, je dirais parmi les plus illustres de la planète, proposent comme théorie que notre réalité est créée par la conscience. D'accord ? On a tout d'abord Roger Penrose qui propose que la conscience serve à ce qu'on appelle réduire les états quantiques dans le cerveau. Mais ce cerveau, c'est un véhicule, il est plongé dans le vide, et dans le vide, il existe un multivers de possibilités de parcours. Donc le parcours que notre véhicule va faire semble être une question qui est réglée par une propriété de la conscience qui consiste à réduire dans le cerveau les états quantiques, ce qui va faire que nous allons passer d'un multivers de possibilités à une seule réalité.
Il y a tout un tas de phénomènes complètement délirants, mais à partir du moment où on raisonne en termes de temps dilaté, deviennent rationnels. D'où vient cette dédensification? Est-ce qu'on fait appel à un trou de verre? Une explication plausible qui me paraît encore insuffisante, parce que les témoignages de phénomènes ovnis sont fortement liés à la conscience, mettent en jeu des propriétés qu'on observe lorsque la conscience se retrouve dans une situation intermédiaire. Dans la question des abductions, j'avais quand même une conception assez tolé-boulon de la question en fait. C'est-à-dire pour moi c'était très matériel. J'envisageais pas qu'il y avait des aspects que les enlevés puissent être par exemple raptés dans leur corps éthérique. Et pourtant je travaille avec des personnes qui ont des expériences de sortir du corps, etc., qui aient des niveaux éthériques. Bon, ok, je peux le considérer, mais et ça a été la première chose que j'ai rencontrée avec les abductés, c'est-à-dire une gamme d'expériences beaucoup plus vaste que ce que je m'imaginais trouver à la base. Ceci dit, moi j'étais pas perdu, j'étais plutôt en terrain connu, c'est juste j'étais surpris. Mais comme j'abordais l'expérience extraordinaire de manière vaste, pour moi c'était lisible ce qui se passait, dans quel territoire, je dirais, il se trouvait. La méthode de chercheur, elle vise à éviter ou écarter deux écueils qui ont été pointés par l'anthropologue Michael Harner et qui concernent donc deux critiques qu'il fait à la science occidentale. Et je trouve que c'est des critiques importantes, intéressantes. La première, il vient pointer notre ethnocentrisme. Il dit la science occidentale, elle est ethnocentrique. C'est-à-dire qu'elle ne considère comme digne d'intérêt que les connaissances provenant de sa propre culture, en dévalorisant les savoirs venant de l'Inde, de l'Amérique latine, tous les pays qui seraient non occidentaux. Le deuxième écueil, c'est éviter le cognitivocentrisme. Centré sur la cognition, ça veut dire centré sur le fait que seules les données analysées venant de l'état de conscience normal, ordinaire, ont de valeur. Ça veut dire qu'en gros, je vais t'écouter seulement si ce que tu me dis, ça s'étaye sur le fait que tu es en état normal de conscience. L'apport que peut faire le chamanisme, on va dire visionnaire, par rapport aux abductions, c'est qu'il y a vraiment des thématiques qui sont communes. Dans le chamanisme d'ordre général, et pas uniquement amazonien, le phénomène d'être choisi par les esprits, et donc d'être ravi par les esprits, enlevé, est quelque chose de très récurrent. On retrouve chez les aborigènes d'Australie, que l'on retrouve en Amazonie, que l'on retrouve à peu près dans toutes les cultures chamaniques. Chez les aborigènes, par exemple, on a carrément toute une thématique où l'initié va être enlevé par les esprits, va être emmené dans une grotte de lumière, vous voyez bien ce que je dis, une grotte de lumière très éclairée, où des entités, des esprits vont lui mettre des morceaux de quartz à l'intérieur du corps, des implants de quartz qui vont lui permettre de rester en relation avec ces esprits pour lui donner un pouvoir de guérison, ou un pouvoir de vision, notamment chez les chamans aborigènes. Sur un réseau aussi, les aborigènes d'Australie ont ce qu'on appelle le Yunam. Le Yunam, c'est le réseau intérieur qu'eux, ils ont spatialisé dans l'espace, les 2 ans. Donc, ils ont développé quelque chose d'intéressant. Les chamans, ils parlent d'un web cosmique, c'est-à-dire que c'est par l'intériorité qu'ils vont se connecter. Ça veut dire qu'en gros, l'hypothèse d'un cosmos endogène, c'est-à-dire de penser qu'on a à l'intérieur de nous l'univers entier, et que lorsqu'on s'y connecte, on peut effectivement accéder très facilement à d'autres parties du réseau, qui est un réseau global de civilisation.
Ce que viennent nous montrer les expérienceurs, c'est justement qu'il y a un savoir qui procède d'un autre espace. Cet espace, on pourrait dire, c'est l'invisible. Qu'il soit dedans, dehors, on va dire, c'est l'invisible. C'est intéressant de regarder qu'en Occident, la notion d'invisible, on l'a mis à l'intérieur de nous. On en a fait un invisible à l'intérieur qu'on va appeler l'inconscient. Mais ça reste un invisible qu'on a juste localisé au-dedans, parce qu'on ne voulait plus le voir au dehors, sauf dans les églises, c'est-à-dire caché du monde laïque. Voilà, quand on essaie de le réintroduire dans le monde laïque, on peut le faire, mais dans des espaces comme ça, même si ça s'ouvre de plus en plus dans les médias mainstream, ce sont des questions qui restent assez enclavées quand même, de positionner. Il y a une réalité invisible et puis on entre en relation avec elle, ou elle entre en relation avec nous. Concernant les abductions en particulier, moi quand je suis rentré dans la question des récits d'abduction et contact, parce que finalement l'abduction est une forme de contact, mais il y en a tout un tas d'autres. Est-ce que l'abduction est le fin mot, ou est-ce que c'est une forme effectivement symbolique de rencontre? Est-ce que c'est une forme psychédélique d'une certaine manière? C'est difficile de trancher là-dessus, mais en tout cas les expérienceurs témoignent du traumatisme dans leur corps, dans leur chair. Donc peut-être qu'il y a une mise en scène symbolique d'une culture, mais qui passe vraiment par une expérience vécue dans la chair. Dans le phénomène d'abduction, lorsqu'on est hors cadre, on est un occidental et que cette expérience se produit, en fait on n'a pas de repère, on n'a pas de recadre pour l'intégrer. Donc c'est perçu effectivement comme une agression, comme les actes que les esprits ou les entités pratiquent sur les abductés sont des actes qui sont alors à ce moment-là perçus, je dis bien perçus, comme une agression, comme de la torture, comme des sévices. Or ces actes ils existent aussi dans l'ayahuasca. Donc moi par exemple j'ai eu plein de témoignages de gens qui avaient pris l'ayahuasca et qui avaient vu ces petits grilles aussi, ils les voient arriver dans les visions. Mais là on a un cadre, on sait qu'on est dans une expérience visionnaire, donc on a moins de peur. On se dit mais tiens, ils sont là eux. Bon c'est normal, j'ai pris de l'ayahuasca. Je suis pas dans mon salon en train de regarder la télévision ou en train de m'endormir. Je suis dans la jungle, il y a un contexte, je suis chez des chamans, il y a un contexte, et j'ai pris une plante de vision, il y a un contexte explicatif. Et quand on a déjà ce deuxième niveau de cadre explicatif, l'expérience, elle prend une toute autre tournure, elle n'est pas négative. Tout de suite, les gens comprennent que ces entités viennent faire des soins. Et comme on est dans le soin, et qu'on sait qu'on est dans une expérience visionnaire, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sévice. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'intégration de l'expérience. Chez les Shipibo d'Amazonie, quand ils ont ce style de soins, et eux pratiquent à peu près cette médecine depuis au moins 3000 ans, c'est pas des petits gris ou des êtres bleus qu'ils voient, eux, quand ils ont ces soins énergétiques. Ils voient soit des Incas, qui sont la référence donc humanoïde originelle et sacrée, pour eux c'est le modèle de connaissance, ou soit des docteurs occidentaux de Lima, habillés avec la blouse blanche. Mais le processus est le même. On a un bloc opératoire en 3D, énergétique, des médecins qui soignent, mais l'interface a évolué. Plus c'est intégré dans la culture, plus ça paraît normal, et plus l'interface est normale. Elle devient notre équivalent. On dialogue non plus avec des entités aliens, mais avec nous-mêmes, parce que l'intégration est telle que les entités ont pris la forme humanoïde complète. Plus on a peur et plus l'expérience est terrible, effectivement. Et plus on travaille ça, et plus on se dit, de toute façon, il faut se préparer à la prochaine. Et puis, on la pressent, la prochaine. On sent, de toute façon, physiquement qu'il se passe quelque chose. Et quand on est en travail accompagné par un thérapeute, on décante chaque expérience, on soulage. C'est libératoire de pouvoir parler de ces expériences. Donc, au fur et à mesure, on est apaisé, soulagé. Et effectivement, à la prochaine expérience, on la vit différemment. Là, on se dit, bon, tu sens, il va arriver quelque chose, alors lâche tes peurs,
fais confiance à l'expérience, puisqu'après tout, tu es toujours revenu, hein, tu vas bien, ta famille va bien, on va bien, donc pour une fois, lâche, vas-y, prends le tunnel, fais-toi plaisir, vas-y. Et ben, ça a été extatique, ça a été merveilleux. Je me suis retrouvée dans le cosmos avec cette légèreté d'âme, cette légèreté d'être. Je suis le cosmos et le cosmos est moi, je suis dans le tout et avec un apaisement et un amour absolu. Le danger a été de vouloir y retourner. Mais bien évidemment qu'on y retourne, mais on n'y rencontre pas toujours la même chose. Et ce qu'on doit rencontrer, ou qui on doit rencontrer, ou en tout cas ce que l'expérience vous donne et vous propose, eh bien, c'est avant tout un travail. Et après ce travail, eh bien, on décode les informations personnelles, intérieures, et on déploie. Moi, je dirais que l'accompagnement est nécessaire à partir du moment où on vit mal l'expérience, intégrer l'expérience extraordinaire à nos vies ordinaires. Quand on écoute le récit d'Abducté, le fait qu'ils sont en relation avec des êtres qui peuvent être sur plusieurs dimensions à la fois me semble une donnée à prendre en compte. Imaginons cette scène-là. Vous êtes un personnage de BD. Donc vous vivez en 2 dimensions dans une BD. Donc c'est plat, un espace plat en fait. Hein. Avec un temps qui est séquencé, parce que vous avez à chaque fois une case. Hein. Vous vivez de case en case en fait. Hein. Donc votre vie c'est avec des pensées comme ça qui sont inscrites dans un présent séquencé. Hein. Imaginons maintenant qu'un lecteur qui est en train de regarder la BD veut intervenir pour entrer en relation avec vous en fait. Bon il va peut-être commencer à vous parler et le son va vous paraître très bizarre parce que venant de partout. Et puis s'il veut commencer à rentrer en relation physique avec vous, il va déformer en fait la page pour vous. Et en déformant la page, ça va déformer votre espace-temps, ça va déformer votre champ de conscience également, et vous aurez une vision assez bizarre en fait du lecteur. Il va être déformé, hein, parce qu'il ne va pas pouvoir entrer en relation avec vous directement, quoi. Maintenant, si vous attrape et qu'il arrive à vous faire sortir dans la 3D, vous allez vivre une expérience assez étrange déjà sensoriellement, et puis vous allez vivre une expérience de contact avec un niveau exogène, et quand vous serez ramené dans la 2D, en tant que personnage de BD, non seulement ça va être compliqué de ramener l'information, parce que passer de la 3D à la 2D, vous perdez de l'information, et ça va être très difficile d'en rendre compte à ceux qui sont proches, parce qu'ils n'ont pas le concept de sphère, de cube, de 3D, quoi. Donc ça va être un aspect compliqué. Il y a beaucoup de monde dans l'ufologie. Il y a le conspirationnisme, il y a tout un tas d'espaces en fait, dans lesquels une personne qui vit une expérience d'abduction va chercher par elle-même, puisqu'il n'y a pas d'espace laïque où en parler. C'est difficile quand on vit ces formes d'expérience d'en parler. C'était difficile il y a 30 ans quand vous viviez une N2 d'en parler. Mais alors là, en plus avec les ovnis et les extraterrestres, là vous n'avez plus d'écoute du tout, quoi. Les contactés ou les futurs contactés, moi ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, pour moi c'est formidable. Ça m'a apporté une grande vie avec les animaux, avec la nature. Le plus difficile, c'est de vivre à cheval sur ces 2 mondes, car nous ne sommes pas toujours compris par les autres. Tout étant rationnel, tout doit rentrer dans des petites cases. Étant donné que nous sommes dans des cas très particuliers où on sort des cases, donc forcément on se retrouve en marge de la société. Et ça crée des cas de souffrance, non seulement de par déjà la rencontre des fois, elle peut bien se passer, mais des fois elle ne se passe pas toujours bien par rapport aux expériences qu'on nous fait, de prélèvement de peau, de tout un tas de choses, et qui forcément nous laissent un petit peu comme des animaux de laboratoire. En tout cas, on peut vous dire qu'en France, on découvre de plus en plus de gens qui viennent vers nous parce qu'on parle, on décrit ce qu'on vit,
On essaye de communiquer auprès de tout le monde, enfin du moins ceux qui sont ouverts, qui veulent bien nous accueillir, et d'une façon, je dirais, concrète, rationnelle, avec le peu d'éléments que nous avons pour le moment. Moi, je pense qu'on peut faire des ponts avec toutes les expériences en état modifié de conscience, en fait. Ce qu'on essaie de transmettre depuis le début, c'est effectivement le lien entre la conscience et les ovnis, mais au-delà du lien entre la conscience et les ovnis, le fait que notre vision du monde matérialiste doit cesser pour ouvrir une vision du monde où la conscience prend une place beaucoup plus centrale, quoi. Et à partir de cette vision de la conscience, pour laquelle Philippe a des propositions en physique, et puis on ouvre et on réfléchit tous ensemble à partir de tout un tas de points de vue, évidemment qu'on commence à voir se dessiner des schémas, des ponts entre, par exemple, l'expérience de mort imminente, effectivement, qui est très délocalisée en fait de la matière, et puis l'expérience de contact avec des entités qui elles-mêmes sont sans doute assez, disons, pas indépendantes de la matière, mais en tout cas qui ont trouvé le moyen de s'annexer des lois dans lesquelles nous on s'inscrit, en fait. On peut être, avec cette question de l'invisible, en relation en fait avec des niveaux qui sont, moi je dirais, par nature psychédéliques. Psychédélique, ça veut dire psychédélique, révélateur, qui dévoile la psyché. Jung a analysé le phénomène. Il l'avait analysé comme un phénomène de type compensatoire par rapport aux angoisses de notre temps, un processus compensatoire, une dynamique compensatoire qui fait intervenir les grandes figures de l'inconscient collectif, qu'il nommait des archétypes. Je vais juste vous citer un très court extrait d'un mythe moderne. Il écrit « Les arrière-plans inconscients, malgré toutes les critiques rationalistes, se manifestent et émergent à la surface sous forme d'une rumeur symbolique accompagnée et étayée par des visions correspondantes. Ils se servent à cet effet d'un archétype qui, de toute éternité, a été le médiateur de l'ordre, de l'apaisement, de la guérison, de l'accomplissement, de la totalité. » Il est très clair, y compris dans sa correspondance, où il est encore plus clair, je pense, que dans un mythe moderne, sur la possibilité que le phénomène a aussi une composante matérielle. Il utilise même, d'ailleurs, une notion qui est celle de la transgressivité. La transgressivité, dit-il, c'est la capacité qu'a un archétype de se manifester dans la matière. Au sol, il y a des brûlures, il y a des irradiations, il y a du poids, il y a de la solidité, il y a des odeurs, il y a des sons. Alors ça me fait penser, cette histoire de son, à quelque chose qui me trouble depuis très longtemps, sur lequel je n'ai pas encore pris le temps de me pencher tellement, mais il le faudrait. C'est les témoignages. Souvent les phénomènes ovnis ne font pas de bruit, ils sont silencieux, mais pas toujours. Et j'ai remarqué que souvent, et dans bien des pays distincts, les témoins disent que ça faisait le bruit d'un essaim d'abeilles. Alors je vous avoue que ça me trouble beaucoup. Ça m'interroge énormément et j'ai l'intuition qu'il y a là quelque chose d'important sur le plan symbolique.
Le psychisme humain, à mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ne peut pas, à lui seul, provoquer de telles manifestations. Et cependant, le lien est net entre les deux. Mon sentiment, je dirais même ma conviction personnelle, c'est que le phénomène relève d'une intelligence et d'une intentionnalité inconnues, si proche de nous, si intime avec nous, qu'elle pourrait bien s'avérer être en symbiose avec nous. Une personne peut voir un point lumineux dans le ciel en très haute altitude, mais se sentir tout de suite connecté avec ce point lumineux et impacté par ce point lumineux, même dans une interaction tellement proche qu'on est comme dans une relation symbiotique en fait, hein. Enfin, au sens que il y a comme un jeu en fait de communication directe avec ce point lumineux dans le ciel. Voilà. Et on peut avoir des rencontres beaucoup plus proches dans lesquelles l'intrication est faible, l'intrication psychique est faible. Pour ma part, la rencontre avec les expérienceurs m'a fait lâcher le doute qu'il puisse y avoir juste une dimension psychique. Ça veut dire juste une manifestation du soi, qu'il y ait des éléments psychédéliques, je dirais, qui soient présents dans l'expérience. Ça, pour moi, ça fait aucun doute. Maintenant, qu'il y ait une altérité ne fait aucun doute non plus. On n'a pas, pour le moment, mais je veux bien qu'on me démontre le contraire, mais pour le moment, on n'a pas de syndrome de stress psychotraumatique qui vienne sans frottement avec le réel, puisque la dimension d'un psychotrauma, c'est vraiment le réel qui fait effraction en moi. Je dirais qu'on est toujours en train de manœuvrer comme ça un compromis dans la relation en fait avec l'altérité, avec l'autre quoi, et que si je tire trop la couverture de mon côté et qu'il n'y a plus d'autre, c'est la psychose. Je suis entre moi et moi dans mon délire personnel en fait, et si la réalité tire trop, ou le réel pardon tire trop la couverture de son côté et que j'ai plus moi mon pouvoir, c'est le trauma. Le trauma me rentre dedans et là me fait effraction et je dois après faire avec ça. Alors évidemment qu'il y a une dimension initiatique dans le trauma, ça c'est clair. D'ailleurs quand on regarde l'initiation, la question du rituel initiatique, sa visée c'est de créer un trauma, mais un trauma organisateur, qu'on pourrait substituer à un trauma désorganisateur. Et tout le travail pour moi de l'accompagnement d'un traumatisme, c'est justement de transformer du traumatisme désorganisateur en trauma organisateur, de croissance quoi. Oui, une fois qu'on est dans l'acceptation du processus, oui, on commence à avoir ces réponses individuelles et ensuite collectives, hein. Je pense que cette initiation, elle n'est pas que pour soi, elle est à partager avant tout. Moi-même, je suis restée très longtemps, on parle d'années, mais on parle d'années avant de comprendre de ce qui nous arrive. Moi aussi, ça a commencé dans l'enfance. Et puis aujourd'hui, je dirais même encore que je suis qu'au stade du bébé. J'apprends toujours et je continue à avoir des expériences qui sont maintenant déployées au niveau de la conscience. C'est quand on rentre en dialogue avec soi, avec son esprit, sa conscience, peu importe le mot qu'on lui donne. Voilà, on déploie son champ d'expérience. Il se trouve que pour moi c'est multiple, mais chaque expérience a une réponse à me donner dans ma sphère intérieure, ma sphère personnelle, familiale, environnementale. Et je dirais que le processus au niveau collectif est du même ordre. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se déployer. Moi, le message donné, c'est simplement partager, fédérer, créer un mouvement d'écoute, de dialogue, d'information autour de ces capacités. Moi, j'aime pas le mot, en tout cas de ces expériences, et savoir collectivement ce qu'on peut faire. Je pense que c'est vraiment important qu'on s'éveille. Et moi, je pense que cet éveil de conscience, il est lié aussi à un éveil humain qui sort de son ego d'humain, qui se regarde en tant qu'humain, mais s'éveille à se replacer dans un tout cosmique, même si le dire comme ça peut faire un peu New Age. En tout cas, bah oui, on est dans un cosmos
qui est sans doute peuplé de vie, d'intelligence, de présence, avec des couches de réalité aussi, des niveaux de réalité. Il ne s'agit pas seulement de penser sur un niveau qui est celui de la matière, mais d'ouvrir complètement le champ à d'autres plans de réalité, donc qui sont toutes peuplées de conscience. Et je pense que nous avons affaire à un niveau d'altérité tel que nous ne pouvons que nous grandir avec ça, jusqu'à peu à peu arriver à un espace où peut-être on va pouvoir se rencontrer enfin. Mais que cette question-là, pour moi, elle nous appartient. Elle n'appartient pas à des êtres qui seraient là et qui viendraient faire effraction dans notre chemin à nous pour dire éveille-toi, je suis là, quoi. On est là. Hein, mais que ça, c'est notre part du travail. Donc ils m'ont appris à m'aimer, à aimer les autres, et ils m'apprennent la compassion, parce que je pense que la compassion, on l'apprend tout au long de sa vie. Donc en septembre, comme tout un chacun, hein, j'ai des problèmes. Donc en septembre, j'aurais dit stop, je ne peux plus. Il me faut une réponse, ou il me faut une aide, je ne peux pas continuer comme ça. Et je me suis couchée sur cette question, sachant que j'aurais une réponse. Et à 3h du matin, je me suis levée, j'ai éprouvé le besoin d'aller dans la cuisine, à la fenêtre, et là j'ai vu une boule de lumière vivante. Elle avait une conscience. Elle était vivante, elle était pleine d'amour. Et je l'ai vue passer doucement devant moi, puis elle a disparu. Et là, j'ai eu une montée de joie, de bonheur. J'ai pleuré, mais un bonheur intense je l'ai retrouvé en fait. J'ai retrouvé cette conscience que j'avais perdue et qui était là pour me rassurer et qui m'a expliqué qu'il fallait aimer ses peurs, que seul l'amour est la solution. Nous générons des problèmes, des difficultés, nous les connaissons, hein, en termes d'écologie en particulier, mais pas seulement, aussi tout simplement l'angoisse des populations par rapport aux problèmes socio-économiques et autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas sécrétion, je dirais avec un sourire, d'anticorps aliens ou toute autre physiostructure défensive? Ces anticorps seraient la manifestation alienne elle-même qui travaillerait selon une spécificité propre restant à déterminer et qui serait l'objet de ce qu'on pourrait appeler une transphysiologie à dynamique archétypale. Partout dans le monde, des petites chenilles deviennent des papillons. Et moi, je me suis demandé, en fait, il se passe quoi, en fait, à l'intérieur du cocon? C'est une histoire assez passionnante, hein. Une fois que la chenille, elle a trouvé le bon endroit, donc elle construit son cocon à l'extérieur d'elle, et à l'intérieur, elle va commencer, en fait, donc à rentrer dans un état un peu particulier. Et à l'intérieur de cet état, quelque chose à l'intérieur d'elle s'éveille. Et cette chose qui s'éveille, c'est ce qu'on les biologistes ont appelé des cellules imaginales. Ces cellules imaginales étaient dormantes en fait depuis le début de sa vie de chenille, mais là, à l'intérieur, elles se réveillent. Et elles commencent à migrer les unes vers les autres. Et migrant les unes vers les autres, elles commencent à se rencontrer à l'intérieur du corps de la chenille et créer ce que les biologistes appellent des disques imaginaux. Le système immunitaire de la chenille se réveille lui aussi et sent une menace vient de l'intérieur. Et donc le système immunitaire se met en branle pour détruire les envahisseurs. Et il commence à rentrer en lutte contre les disques imaginaux. Mais les disques imaginaux sont déjà les uns avec les autres et continuent, eux, à croître et se multiplier. Ce qui gagne, c'est la vie, qui sait où elle va. Ce qui perd, c'est l'endroit qui résiste. Et de fait, ce qui va se passer, c'est que le corps de la chenille, son système immunitaire va s'effondrer et tout son système biologique s'effondre totalement. Et à cette étape-là, si vous ouvrez le cocon, c'est de l'eau à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Et ce qui va se passer, c'est que les disques imaginaux, eux, continuent en fait à se déployer, à se développer, et continuent à créer la structure et réutiliser la bouillie biologique, cette masse vivante chaotique en fait,
pour la réorganiser sous la forme de ce qui sera le papillon. Ça nous arrive nous aussi de nous effondrer dans notre structure psychique. Et puis c'est souvent des moments de croissance, c'est des moments d'initiation, c'est apprendre à mourir pour apprendre à vivre. En chinois, le mot crise s'écrit avec 2 idéogrammes. Le premier idéogramme veut dire danger. Mais le mot danger, il ne veut pas dire crise, il veut dire danger. Donc il faut un 2e idéogramme, et ce 2e idéogramme, c'est chance, opportunité. Et je vais rester dans ma peur et me fermer, ou alors je vais m'ouvrir au potentiel de transformation de la crise et y aller. Et ça demande beaucoup de foi ou beaucoup d'amour. L'approche des expériences extraordinaires réenchante. Un monde qui s'embourbe dangereusement. Mais en réalité, le monde ne se réenchante pas. C'est notre regard qui s'était désenchanté. Et l'écoute des expérienceurs nous ouvre sur des pistes fascinantes. Elle réveille en nous l'émerveillement et le sentiment du mystère, dont Einstein disait qu'il était la source de tout art et de toute science. Et au cœur même de l'émerveillement, on entend un mot qui revient dans la plupart des récits d'expérienceurs, un moment ou un autre de leur témoignage, et ce mot est amour. Alors si l'amour est la réponse, alors il y a encore de quoi espérer. Le phénomène nous met en garde contre le matérialisme et la destruction de l'environnement, tout en survolant les sites nucléaires, les gisements d'énergie fossile, puisque la CIA a déclassifié des archives sur les ovnis le mois dernier. On note aussi un impact psychique et quasi spirituel exercé par ce système de contrôle. J'aime bien appeler en fait OVNI système de contrôle, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un régulateur de l'homme, c'est quelque chose qui interfère dans notre espace. Et lorsque l'on étudie donc l'ensemble des manifestations d'OVNI à travers l'histoire, on se rend rapidement compte donc qu'au final, ce phénomène pointe du doigt nos angoisses les plus fortes à travers, entre autres, les rencontres rapprochées et les manifestations donc, technologiques qu'on a évoquées, tout en nous mettant en garde contre la folie du nucléaire, la destruction de l'environnement, donc par 2 siècles d'industrialisation, et par le danger du transhumanisme, donc, que l'on retrouve dans les scènes angoissantes de manipulation génétique dans les récits d'abduction. Que le phénomène nous interroge aussi sur notre place